Pour moi, ce n'est pas une crise économique, c'est une crise politique. Est-ce que les États européens sont d'abord liés à la vision idéologique du libéralisme, où la concurrence libre et non faussée est l'unique objectif, ainsi que la stabilité des prix qui n'a pour unique effet économique que de garantir la rente? Est-ce que c'est ça la doctrine? La réponse est oui, c'est ça la doctrine. Ou bien est-ce que la doctrine, ce serait nous sommes un collectif humain et la principale fonction de l'argent et de la production, c'est de contenter les besoins humains. Bon, prenons un cas très précis. La dette de la Grèce, c'est rien. Virgule, rien. C'est-à-dire à peine 1%, même pas, du total de la production et de la richesse produite en Europe. Mais pourtant, on décide qu'on va s'abattre sur les Grecs et exiger d'eux une contraction, on va prélever sur eux 10 points de la richesse produite par le pays pour payer qui, s'il vous plaît? Quelques établissements bancaires, 5, 3 Français et 2 Allemands, qui ont décidé qu'ils pensaient qu'il y avait un risque, et que dans ces conditions, ils passent leur taux d'intérêt à des niveaux confiscatoires. Voilà. Donc il faut bien savoir que c'est de ça dont on parle. Le cas irlandais est encore plus pitoyable, puisque l'économie irlandaise s'est bâtie sur un artefact. L'Europe payait par ses subventions les infrastructures, et les Irlandais, eux, faisaient les clowns à la télé en expliquant qu'ils ne voulaient pas de taxes chez eux. Forcément, elles étaient chez les autres. Et puis, ils ont bâti une économie qui tournait sur un autre artefact, qui est la bulle immobilière. En attendant, il n'empêche que les comptes ne faisaient pas apparaître une dégradation de la situation de l'Irlande. Et c'est dégradé à partir du moment où les banques, qui étaient à l'origine de la bulle, ont failli s'effondrer. Donc l'État a payé, et donc tous les citoyens sont mis à contribution pour payer les errements de décisions ineptes, prises d'après un modèle économique qui a été présenté comme un exemple au reste de l'Europe. Donc vous voyez que ce n'est pas des questions d'économie, c'est des questions de politique. Pourquoi cette monnaie n'est-elle pas viable? Parce qu'elle est garantie par une banque centrale indépendante, dont l'unique objectif est la stabilité des prix. Donc la stabilité de la valeur de la monnaie. Mais à qui ça sert, ça? À qui ça sert? À qui ça sert que l'euro soit surévalué par rapport au dollar? Vous savez comme moi comment on fait pour faire descendre le cours de l'euro? C'est très simple. On rachète des titres de dette, et mécaniquement, sa valeur descendra, parce qu'elle s'ajustera plus ou moins à la production de la zone. Donc on sait très bien, si vous dévaluez de 10% l'euro, vous avez aux alentours de 1 point de PIB supplémentaire acquis. Voilà. Donc la bonne question, c'est comment fait-on de l'euro une monnaie viable? La monnaie actuelle, c'est la monnaie des banquiers, la monnaie des rentiers et des usuriers. Ce n'est pas la monnaie d'une économie humaine. Quelle est la logique économique de ce projet? C'est de se dire que si ceux qui ont beaucoup d'argent sont tranquilles, il tombera des plus grosses miettes dans l'assiette des pauvres, en gros. C'est-à-dire que ceux qui ont beaucoup utilisent leur argent décemment et intelligemment pour l'injecter dans l'économie. Tout ça, c'est le mythe de l'allocation correcte des ressources grâce à la main invisible du marché et toutes ces sornettes métaphysiques qui n'ont jamais fonctionné nulle part. Donc voilà que le président s'est mis en tête d'aller au bout du rapport, d'aller au bout de cette logique. Naturellement, ça passe par un rapport de force sociale, parce que ce qu'on donne aux uns, il faut le prendre aux autres, puisque la production, elle ne connaît pas des bons, la croissance ne connaît pas des bons qui permettent d'amortir de tels transferts. On pourrait dire, après tout, 3 milliards, on les trouve dans la production de cette année, donc on taxe moins, et puis voilà. Non, c'est pas le cas. Donc, il a décidé de faire ça. Moi, j'ai fait partie des premiers qui ont repéré ce que ça coûterait. 3 milliards. Donc la bonne question, c'est pas comment je fais pour trouver 3 milliards, c'est pourquoi il fait ça. Pourquoi il maintient le bouclier fiscal et il ne l'échange, il fait semblant de dire eh ben voilà, c'est un petit quelque chose à chacun, quoi. Donc allez, on enlève le bouclier fiscal, mais on enlève aussi l'ISF. Non, mais à la fin, ça fait quand même moins 3 milliards. Vous allez les mettre à la charge de qui, ces moins 3 milliards? Forcément du très grand nombre. Alors j'ai vu qu'on allait taxer les revenus du patrimoine. Bon. Alors, on pense que c'est le patrimoine, les actions et les choses comme ça. Je pense que personne n'a l'idée de taxer les ventes d'appartements ou les revenus Si c'est ça l'idée, elle est particulièrement calamiteuse. Parce que ça n'aura qu'un seul résultat, c'est ralentir les transactions. Or, c'est sur ces transactions que sont assises notamment une partie des ressources des collectivités locales. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le système des bricolages improvisés. Bon. Donc, alors, resserrer un petit coup l'écrou
qui met du fluide dans les transactions dans l'immobilier, et vous aurez à la fin une crise au niveau des collectivités locales. Donc on revient toujours à l'idée que c'est le système dans son ensemble, toute la tuyauterie qui maintenant est percée de tous les côtés, tout simplement parce que l'accumulation se fait à un pôle de la société dans des proportions telles que, et les confiscatoires pour le reste du système. Donc je n'ai pas de réponse à ce qu'il faut faire, parce que ce qui va être fait est stupide.